Merci beaucoup. Bon vendredi après-midi à toutes et à tous. C'est le fun d'avoir l'occasion de m'entretenir avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à remercier Julie, ma collègue homologue de Granby, Julie Bourdon, qui est votre mairesse, qui m'a invitée il y a déjà plusieurs mois de ça. Donc, j'avais bien réservé ce moment à mon agenda et j'avais bien hâte de pouvoir venir me discuter avec vous parce que oui, je vais vous parler un peu, mais j'aimerais surtout avoir l'occasion d'échanger, peut-être même que d'autres solutions très innovantes qui vont émerger, qui sait. Mais bravo à Julie pour ton leadership. J'ai eu l'occasion de parcourir un peu la stratégie d'habitation que tu as partagée aujourd'hui en matinée. Puis c'est très inspirant, même je pense pour de nombreuses villes à travers le Québec. C'est du très bon travail. Donc merci aussi à toute l'équipe de la ville de Granby qui nous accueille aujourd'hui puis qui ont organisé cet événement. Pour débuter, puis là, je vais juste m'assurer que le petit clicker fonctionne bien. Et oui, bravo, merci à l'équipe technique. Ça m'est arrivé souvent d'avoir un clicker défectueux, donc on va faire le test. Je dirais que, en fait, je ne mentirais pas de dire que c'est un des nombreux événements sur l'habitation auxquels je participe. Et en fait, c'est une très bonne nouvelle parce que le milieu de l'habitation au Québec est présentement en ébullition d'idées, de créativité, et il le faut parce que la crise et la hauteur de la crise le commandent absolument. Quand on parle d'habitation, quand on parle de logement, on parle des besoins les plus fondamentaux de tout être humain. Et si on veut bâtir des communautés qui sont résilientes, qui sont sécuritaires, qui sont inclusives, bien, c'est clair que l'habitation est au cœur de l'enjeu. Pour ma part, le premier événement auquel j'ai participé en matière d'habitation depuis que je suis la mairesse de Longueuil, en fait, c'est un sommet qui avait été co-initié entre la ville de Longueuil et la ville de Laval, donc avec mon collègue Stéphane Boyer. Ça s'est tenu au mois d'août 2022. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui étiez présents parce que oui, hein, je vois quand même des mains, oui. Tu as même participé à titre de panéliste au sommet. Donc, le sommet de l'habitation en août 2022 a réuni plus de 400 actrices et acteurs du monde de l'habitation un peu partout à travers le Québec. Et la bonne nouvelle, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, c'est que depuis cet événement-là, il y a eu une multiplication d'événements sur le thème de l'habitation, que ce soit de la part d'associations communautaires, d'organismes à but non lucratif, de municipalités, bien entendu, mais aussi d'associations privées. Hier encore, j'étais à l'Association des professionnels de la construction du Québec qui organisait aussi une journée de réflexion. Il y avait même la Corporation des propriétaires du Québec qui organisait une journée thématique également sur le thème de l'habitation, puis de relever des défis ensemble et de lever les barrières qui peuvent toujours exister entre les différents paliers de gouvernement, dont les villes et les promoteurs, les entrepreneurs sur le terrain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et on discute au courant de ces événements-là surtout de solutions innovantes, créatives, mais c'est sûr qu'il faut avoir les moyens aussi, les leviers et les moyens de nos ambitions. Heureusement, puis il y a quand même, on se le cachera pas, là, il peut y avoir des écueils dans nos relations avec les autres paliers de gouvernement, mais quand même, il faut donner à César ce qui revient à César, et on en reparlera un petit peu plus tard. C'est qu'on a quand même eu des nouveaux pouvoirs de la part du gouvernement du Québec qui ne nécessitent pas d'investissement financier a priori, mais qui nous donnent, disons, plus de cordes à notre arc pour agir en matière d'habitation au sein de nos territoires. Mais je vais laisser tout le plaisir à Maître Le Chasseur aussi de vous présenter en détail les nouveaux pouvoirs qui ont été permis par Québec. Autrement, outre le bouillonnement qui se passe chez nous, bien, on le sait que les villes et les différentes organisations d'habitation au Québec se sont aussi beaucoup inspirées dans les dernières années de modèles à l'international. Je sais que Julie, tu as eu l'occasion d'aller au Danemark. Je pense que tu en as parlé un petit peu plus tôt. J'ai entendu des échos dans la salle. J'ai personnellement eu l'occasion de me rendre à Vienne, d'étudier le modèle d'habitation propre à l'Autriche, qui a quand même un siècle d'avance sur nous. On va pas se leurrer, on les rattrapera pas de sitôt, mais quand même, il y a des moyens de s'inspirer et surtout de développer notre propre modèle québécois en matière d'habitation et un modèle québécois qui pourra aussi inspirer d'autres législations, pourquoi pas, dans 15, 20 ans, et faire école, faire des petits. Je vais commencer en parlant des racines de la crise de l'habitation. Vous savez, on entend
toutes sortes de nomenclatures. On peut entendre la crise du logement, crise du logement abordable. Mais pourquoi moi je choisis de parler de crise de l'habitation, c'est qu'elle est vraiment globale. Elle touche l'ensemble de l'offre, en fait, en habitation. On le sait, fondamentalement, c'est un déficit. C'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et la demande, on sait qu'elle est plurielle. Donc, c'est pour ça que l'habitation est un terme, à mon sens, qui regroupe là, vraiment l'ensemble des problématiques à laquelle on peut faire face. Et il y a des ménages qui ont des besoins aussi particuliers auxquels on doit absolument répondre. Mais au final, on sait que la réalité vraie, c'est qu'on ne construit pas assez de logements par rapport aux besoins de la population de façon générale et de la croissance de l'habitation. On sait aussi, et je sais que cette connaissance est partagée parce que vous êtes toutes et tous des actrices et des acteurs du monde de l'habitation, l'habitation, particulièrement au Québec, c'est un modèle qui est très complexe. Il y a beaucoup de parties prenantes à considérer. Et donc, ça peut être parfois difficile de voir clair là, à travers toute cette situation. Mais en somme, ce qu'on a besoin de retenir, c'est qu'il faut évidemment rétablir ce fameux déséquilibre entre l'offre et la demande plurielle. Il faut combler le déficit de logement qui permet de répondre aux besoins impérieux de la population. Et il faut réduire les coûts de réalisation, donc les coûts de construction des nouvelles unités, et on y reviendra parce que ces coûts, comme vous le savez également, montent en flèche. Et je crois que même la statistique, c'est 60% d'augmentation en 5 ans des coûts de construction des logements au Québec. Ouais, je vois des gens qui hochent la tête. C'est la malheureuse réalité à laquelle on doit faire face. Si je vais au plan du déséquilibre entre l'offre et la demande pour débuter, l'offre et la demande plurielle, donc les différents types d'habitation, qu'on parle de copropriété, qu'on parle de propriété dite absolue, qu'on parle de logement locatif, puis là, je vais dans les typologies de propriété versus location, mais évidemment, quand je parle de demande plurielle, c'est encore beaucoup plus large que ça, mais c'est pour vous donner une petite idée. Puis là, je fais attention, là, quand même, le graphique que je vous montre, c'est pour la RMR de Montréal. Je n'ai pas réussi à le trouver à travers le Québec, mais ça donne quand même une idée, tu sais, de la dynamique du marché de l'habitation dans la région de Montréal, mais on peut penser que c'est similaire là, à travers le Québec en termes de fluctuation générale. On se retrouve aujourd'hui avec un taux d'inoccupation à Granby, corrige-moi si je me trompe, Julie, c'est 0,4 %? Oui, 0,4 % l'année dernière, en 2023. Chez nous, à Longueuil, c'est un peu moins pire, mais c'est 1,2. On n'est pas, c'est pas fort, puis c'est en diminution. On a déjà des indications qui nous le démontrent pour cette année. Puis on est à 1,3 % au Québec là, de façon générale pour les villes de plus de 10 000 habitants. On voit quand même, avec le graphique est assez parlant, là, on constate que c'est vraiment le secteur du locatif qui est davantage en ébullition dans les dernières années. Et ça, c'est vrai partout, c'est à travers le Québec, même dans les différents types de municipalités. J'imagine que c'est le cas à Granby. Hier, justement, à la PCHQ, je partageais un panel avec les maires de Thetford Mines et de Saint-Colomban, puis c'est la même chose. Donc, dans des milieux où on n'aurait pas instinctivement pensé à la place du marché locatif, on voit que ça prend énormément de place. Et évidemment, les villes ont la responsabilité maintenant de densifier leur territoire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler de densification ce matin. Je pense que oui, parce que tu as présenté, Julie, aussi la stratégie de densification à Granby. Densification, il y a juste quelques années, ça n'avait pas nécessairement bonne presse comme mot, mais je suis convaincue qu'avec la crise de l'habitation, qui se conjugue avec la crise climatique, de plus en plus, on a pu, disons, expliquer et connaître les bienfaits de la densification, qui est, à mon sens, une réponse à ces deux crises, puisque les municipalités ont aussi la responsabilité, je le crois, aujourd'hui, en 2024, de protéger les milieux naturels sur notre territoire. On le sait, c'est la meilleure façon de lutter contre les changements climatiques. Mais en même temps,
il faut qu'on réussisse à accroître le nombre de logements disponibles pour notre population. Donc là, ça devient extrêmement complexe puisqu'on doit souvent, en tout cas dans un milieu comme chez nous à Longueuil, on doit littéralement construire la ville sur la ville, puis même dans un milieu comme Granby, c'est déjà le cas actuellement. Malgré la volonté des villes, je dois quand même poser certains bémols, parce que oui, les villes sont clairement engagées. Hein, je pense qu'il y a aussi un événement comme celui d'aujourd'hui le démontre, mais je pense qu'on peut également témoigner de par nos contacts, nos collègues à l'Union des municipalités du Québec que cette priorité-là, elle est vraiment partagée au sein du monde municipal. Mais il y a des défis qui nous dépassent. Je peux vous parler, et on pourrait en rediscuter tout à l'heure, du manque de capacité en eau. D'ailleurs, tant mieux, il y a de plus en plus de promoteurs qui appuient aussi les villes dans les demandes que nous faisons aux autres paliers de gouvernement pour avoir davantage d'investissements qui nous permettent d'accroître nos capacités, mais aussi ne serait-ce que d'assurer l'entretien de nos réseaux qui sont existants. Je l'ai dit, il y a aussi cette fameuse intention de notre part de protéger nos milieux naturels, puis on se le cachera pas, là, protéger les milieux naturels pour une ville, c'est un coût de renonciation. C'est un investissement pour l'avenir, pour les générations futures, il va sans dire, parce que les milieux naturels, ça ne nous donne pas de l'argent tangible, mais ça nous rend des services écologiques absolument essentiels qu'on doit considérer. Mais la réalité, c'est que nos villes sont tellement dépendantes de la taxation foncière que quand on dit qu'on protège le milieu naturel, bien, premièrement, ça nous coûte souvent de l'argent parce qu'on doit acheter ce terrain-là ou on doit verser une compensation financière. C'est plus nécessairement vrai, comme dirait Maître le chasseur qui pourrait aussi vous en parler, parce que, bon, on a des nouveaux pouvoirs aussi depuis l'adoption du projet de loi 39 en fin d'année 2023. Mais tout de même, il y a quand même souvent des coûts qui sont liés à l'acquisition et à la préservation des milieux naturels sur notre territoire, puis surtout, bien, ce sont des milieux qu'on ne peut pas développer pour du logement, alors que, historiquement, les villes, et c'est pourquoi nos municipalités sont aussi étalées, bien, c'était pas mal plus facile de couper des arbres et de venir construire des belles maisons sur nos boisés. Mais évidemment, on n'avait pas nécessairement la conscience qui est la nôtre aujourd'hui, mais là, on doit agir avec toute la responsabilité qui nous incombe. Et finalement, même s'il y a cette ouverture à la densification, il y a encore quand même là, certains écueils. Il y a un phénomène du pas dans ma cour qui est encore présent. Je pense que de façon générale, si on pose la question aux gens, tout le monde est d'accord avec la densification. Mais quand c'est derrière chez nous, quand c'est dans notre cour, quand littéralement dans notre cour, ou quand c'est notre voisin, quand c'est une maison qui devient un triplex, par exemple, ben là, on va peut-être avoir plus de sensibilité. Puis c'est correct, il y a des craintes qui sont légitimes, puis il y a des façons de bien faire les choses, mais il faut quand même le considérer dans les différents facteurs. Maintenant, outre le déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui est très préoccupant, c'est qu'on n'est pas en mesure à l'heure actuelle de venir répondre aux besoins impérieux en matière de logement. Quand je parle de besoins impérieux, je parle de besoins qui répondent au premier quartile de la population, en fait, avec le moins de revenus. Donc, notre population la plus vulnérable aussi aux aléas du marché. Et en fait, les estimations même indiquent qu'il y a ça, il y a 20% environ, ça dépend des milieux encore une fois, de la population qui n'est pas capable à l'heure actuelle de répondre à ses besoins de base en matière de logement, que ce soit carrément trouver un logement ou que ce soit trouver un logement qui a une taille assez grande pour le ménage, parce qu'on sait qu'un logement trop petit, ça va avoir des conséquences sur la santé aussi des familles, ou encore carrément une question de salubrité. Donc, c'est pour ça que tous les acteurs du milieu de l'habitation, surtout des groupes communautaires, mais même les promoteurs privés, reconnaissent que pour avoir un marché qui soit plus à l'équilibre, au-delà même de l'offre et la demande de base, ça prend aussi 20% de logements qui soient véritablement abordables. Puis quand je dis, moi, abordable, je veux dire à but non lucratif. Donc, d'avoir une abordabilité qui est pérenne dans le temps. Et là, vous constatez à l'écran les statistiques actuelles pour le Québec. Donc, dans le parc de logement total, on est à 4,3% de logements à but non lucratif. Si on va maintenant dans le parc de logements locatifs, on est à 10,5%. Puis là, vous voyez le 22%, c'est un petit peu plus élevé que 20%. En fait, parce que
En ce moment, là, en 2024, on juge qu'on aurait besoin de 22 % étant donné qu'il y a quand même une fluctuation avec les années et que le point d'équilibre serait à 20 % mais là, c'est sûr que moins on s'en occupe, bien, plus on vient creuser, donc on serait rendu autour de 22 % Donc, vous voyez, entre 10,5 %, 20, 22 %, on a énormément de chemin à faire. Mais moi, je me dis que c'est quand même réalisable. Il faut avoir de l'ambition. Puis je pense qu'on a tout en nos moyens au Québec pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Puis d'ailleurs, il y a de plus en plus de villes aussi qui se dotent de l'objectif comme tel. Je ne sais pas si c'est formel dans votre politique d'habitation, Julie. Oui, bon, ben super. Donc, la ville de Granby, la ville de Longueuil, la ville de Montréal. Cette semaine, même à l'Assemblée nationale, il y a eu des questions qui ont été posées sur la fameuse cible de 20 % parce qu'il faut avoir des objectifs si on veut pouvoir mesurer nos résultats. Évidemment, quand on a beau s'engager en tant que ville, la réalité, puis on le voit aussi au sein du comité habitation de l'Union des municipalités du Québec, c'est que ce ne sont pas toutes les villes qui ont les mêmes capacités aussi de pouvoir répondre aux besoins en matière de logement social. Par exemple, moi, encore une fois, c'est souvent une question de définition, mais moi, quand je parle de logement social, c'est le logement qui est subventionné par des programmes gouvernementaux ou qui cadre dans les logements gouvernementaux, dans les programmes gouvernementaux, pardon. Donc, c'est pour ça que j'utilise la grande famille de logements à but non lucratif qui sont véritablement abordables. Puis, à l'intérieur de ça, pour moi, il y a les logements sociaux, donc qui découlent de programmes gouvernementaux. Mais vous savez que quand on développe ce genre de logement-là sur notre territoire, bien, les villes ont une contribution à fournir, puis cette contribution-là a augmenté dans le temps selon l'évolution des programmes. Avant, il y avait le programme Accès-Logis qui demandait une plus petite contribution des villes, et maintenant, le programme Habitation abordable Québec, le FAQ, demande une plus grande contribution de la municipalité. Donc ça, c'est sûr que ça vient mettre une pression. Puis récemment, on entendait notre collègue de Sherbrooke dire que justement, c'était impossible pour elle même d'accepter un nouveau projet de logement social sur son territoire parce qu'elle n'avait pas les fonds pour faire la contribution municipale nécessaire. Puis on s'entend, si nous, chez nous, à Longueuil, on a les fonds, puis je mets ça entre guillemets, c'est parce qu'on a décidé de couper quelque chose d'autre ailleurs. Parce que la réalité, c'est que les villes sont sous pression à différents niveaux. On n'est pas toutes autant dépendantes de la taxe foncière. Il y a des villes, bon, selon les régions, qui peuvent bénéficier davantage de programmes ou qui ont disons, des sources de revenus un petit peu plus diversifiées, mais quand même, somme toute, c'est sûr qu'on hérite aussi d'une gestion plus ou moins responsable d'administration précédente, mais pour la plupart d'entre nous, c'est extrêmement difficile de pouvoir répondre aux besoins, de pouvoir faire les contributions nécessaires. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'être créatifs dans nos sources de revenus. Si je passe maintenant à la question des coûts de construction des nouvelles unités, donc effectivement, je vous disais tout à l'heure, 60 % de hausse en 5 ans. 60 % en 5 ans, c'est quand même fascinant. Et vous savez, il y a comme une logique mathématique au fait que quand on construit du neuf aujourd'hui de nos jours, en 2024, il n'y a aucun moyen, à moins d'avoir une subvention gouvernementale, il n'y a aucun moyen que ce logement-là soit ce qu'on peut qualifier d'abordable. Ça coûte tellement cher construire que même s'il va le cost, le loyer va être plus élevé que ce qu'un ménage dans le premier quintile peut payer. Ça, c'est clair et net. J'y reviendrai aussi, mais ça nous amène à changer peut-être notre lorgnette quand on vient à penser au logement véritablement abordable, au logement à but non lucratif, mais j'y reviendrai. Donc, de toute façon, que le logement soit... Mon point, c'est que quand on le construit neuf, que ce soit à but non lucratif ou que ce soit privé, il ne sera pas abordable au jour 1. La différence, par contre, entre le privé puis le à but non lucratif, c'est qu'au moins, si un logement neuf est construit par un OBNL, donc un organisme à but non lucratif, même s'il n'y a pas de subvention gouvernementale, ben dans le temps, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ben là, il va être abordable parce qu'il ne suivra pas la logique spéculative du marché. Donc, c'est pour ça que souvent aussi, les logements à but non lucratif, on entend beaucoup dans l'espace public, par les temps qui courent, qu'on les appelle les logements hors marché. C'est quand même un marché, entre vous et moi, mais en tout cas, hors du marché spéculatif, je pense que c'est comme un raccourci. Cela dit, pourquoi on fait face à ces explosions de coûts?
C'est évident qu'on fait face à une dynamique économique mondiale qui est pas favorable. Depuis la pandémie, il y a eu des explosions de coûts partout. C'est le cas dans la construction. Je peux vous assurer en tant que mairesse que c'est le cas dans tous les secteurs de la ville. Tous nos contrats qui doivent être renouvelés, c'est des augmentations qui vont pas mal plus haut que l'inflation. Mais ceci dit, donc voilà, on fait face à la situation économique globale. Il y a aussi une responsabilité des banques dont on ne parle pas très souvent, mais c'est certain qu'avec la hausse faramineuse des taux d'intérêt, qu'il y a quand même des raisons là, macroéconomiques sous-jacentes. Mais disons que les banques auraient pu décider de jouer un rôle quand même plus grand là, dans la crise de l'habitation et peut-être fournir des taux préférentiels. Mais bon, on sait que c'est un milieu qui est très conservateur, mais je pense qu'il faut quand même le nommer. Puis finalement, un des facteurs, puis je crois que les villes sont très conscientes aussi de leurs responsabilités, bien, c'est clairement parfois la lourdeur administrative, puis la complexité des projets. Mais comme je le mentionnais il y a quelques minutes, c'est sûr que quand on parle de projet de bâtir la ville sur la ville, donc reconstruire, requalifier certains secteurs, c'est aussi des projets qui sont vraiment plus compliqués à analyser pour nos équipes d'urbanisme que lorsqu'on avait justement l'habitude de couper une coupe d'arbres puis de construire des nouvelles habitations ou des nouvelles maisons. Donc, il y a aussi une pression accrue sur nos équipes. Encore une fois, je le disais, on manque aussi de ressources. Et dans le traitement des permis, bien, c'est sûr que ça a une influence. Et on est bien conscient que plus on attend pour délivrer un permis de construction, bien, le temps, c'est de l'argent pour vous, les promoteurs, les entrepreneurs. Quand on attend, quand on doit payer de l'intérêt sur un terrain qu'on possède mais qu'on ne peut pas construire, bien, c'est sûr que ce sont des pertes financières qui doivent se répercuter à quelque part après dans le montage financier. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que l'UMQ, non-municipalité du Québec, a produit un rapport, qui est d'ailleurs accessible publiquement si ça vous intéresse, sur l'émission des permis dans les municipalités, puis quels moyens peuvent être employés pour aider à la situation. Et je sais qu'il y a beaucoup de villes qui veulent s'atteler à la tâche pour tenter de relever le défi de, évidemment, venir abaisser le niveau de complexité puis les délais administratifs aussi dans l'émission des permis. Et on a également aussi une communauté de pratique en habitation qui a été mise sur pied à la suite du sommet de l'habitation, mais qui est portée par l'Union des municipalités du Québec, puis qui permet de réunir différents professionnels de nos départements d'urbanisme pour venir, disons, comparer nos méthodes de travail avec les réalités du marché pour être certain qu'on soit plus flexible et qu'on puisse améliorer la relation avec les promoteurs, les entrepreneurs. Il faudrait, évidemment, pour arriver à atteindre les objectifs ambitieux là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, rétablir l'équilibre entre offre et la demande et atteindre une part de 20 du marché en fait, de logements à but non lucratif sur notre territoire. Il y a plusieurs stratégies dont on peut se doter. Il y a le zonage incitatif, qui est un nouvel outil aussi législatif, réglementaire, qui a été octroyé par le gouvernement du Québec, dont je vais vous parler un petit peu plus tard et sur lequel Maître Lechasseur pourra également revenir. Il y a la densification douce et différenciée. Je pense aussi que ça fait partie des orientations de la ville de Granby. Puis, il y a la protection du parc abordable existant. Ça a un lien avec la réalité là, de coûts de construction et des constructions neuves là, qui coûtent extrêmement cher, dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Avant de parler du zonage incitatif, je vais passer à davantage la présentation sur la densification douce et différenciée, parce qu'après, les deux vont un peu de pair, donc je vais les faire en même temps. Évidemment, la densification, la première image qu'on en a lorsqu'on dit ce mot-là, souvent ce qui nous vient, c'est la grande tour. La tour de 30, 40, 50 étages. Évidemment, ça ne peut pas se faire dans tous les milieux. Même une ville très urbanisée comme Longueuil, je ne construirais pas une tour dans un quartier uniquement de bungalows, parce qu'on en a beaucoup, ou des quartiers très, très, très résidentiels, historiquement unifamiliales. Évidemment que c'est pas ça. C'est pour ça qu'on parle d'une densification douce et différenciée selon les secteurs de la ville. Hein. La densité, comme on l'aperçoit plus en hauteur, c'est souvent, en tout cas, on l'espère plus dans les axes de transport collectif qu'on va la penser, dans les fameux TOD. Chez nous, par exemple, ben, les
gratte-ciel, c'est plutôt dans le secteur du métro, où on peut penser à terme probablement autour du boulevard Taschereau. Là, on va travailler sur un plan particulier d'urbanisme dans les prochaines années avec la ville de Brossard, mais ça vous donne une idée. Même chose du côté justement de notre voisine de Brossard. Les grandes tours d'habitation, c'est autour du REM, donc ça se fait pas n'importe où, n'importe comment. Mais il y a moyen de densifier nos plus petits quartiers résidentiels, comme je le disais, qui avaient historiquement un zonage unifamilial. Granby a d'ailleurs été l'une des premières villes à permettre les logements accessoires. Bravo pour le leadership, parce que ça fait des petits un peu partout au Québec. Je vais encore vous parler un petit peu de chez nous, à Longueuil, parce qu'on est présentement en refonte réglementaire. Ça veut dire qu'on revoit l'ensemble de nos règlements d'urbanisme pour faire le ménage, parce que souvent, les villes, on ajoute des règlements. C'est rare qu'on en enlève. Et là, c'est un petit peu l'objectif derrière notre refonte réglementaire, puis aussi de se mettre à jour sur des grandes tendances du monde de l'habitation, notamment, et de l'urbanisme. Donc, chez nous, à l'heure actuelle, c'était pas possible de faire un bâtiment là, adjacent à la... En fait, il fallait absolument, si on construisait un autre bâtiment sur notre terrain, il fallait absolument qu'il y ait un lien avec la maison existante. Donc, ça pouvait pas être un bâtiment seul et détaché. Et il fallait, pour que ce soit légal au plan de l'urbanisme, il fallait que l'habitant de cet autre bâtiment ait un lien de parenté avec les gens qui habitaient dans la maison. Donc, impossible de le louer à quelqu'un d'extérieur, par exemple. Donc là, on est venu changer ça. Maintenant, les bâtiments vont pouvoir être construits sans qu'il y ait un lien avec la maison principale. Donc, ça pourrait être en fond de cour. On avait aussi une norme que ça ne devait pas dépasser 40 % en termes de superficie du bâtiment actuel. Là, ça va être possible. Il n'y aura pas de restrictions à cet égard-là. Et bien, vous aurez compris, il n'y aura pas non plus de lien de parenté qui sera exigé à ce moment-là. On sait, puis je ne sais pas quelles sont les statistiques ici à Granby depuis que vous l'avez implanté. C'est pas non plus une solution miracle. On n'a pas vraiment la culture au Québec en ce moment là, de faire des logements accessoires. Par contre, si on regarde à l'ouest complet du Canada, à Vancouver, qui connaît une crise de l'habitation encore plus grave que nous, puis depuis plus longtemps, on a vu que dans les dernières années, cette tendance-là des logements accessoires s'est accentuée. Donc, moi, je me dis qu'on prépare la réglementation pour l'avenir. Clairement, c'est pas demain matin que tout le monde va se mettre à faire ça, mais petit à petit, quand il va y avoir des exemples, quand les gens vont pouvoir le voir, c'est vraiment une question de culture, ce genre de proposition-là, mais il faut permettre l'innovation, il faut permettre le changement de culture pour qu'il advienne, et ça pourrait clairement avoir un effet aidant dans nos quartiers. Si je reviens à mon sujet préféré, le zonage incitatif, je vais vous dire pourquoi c'est mon sujet préféré. En fait, c'est parce que c'est une proposition que j'ai développée avec mon équipe, puis pour laquelle on a rencontré le gouvernement du Québec et où on a réussi à obtenir des changements législatifs au printemps dernier, lorsqu'il y a eu un dernier omnibus municipal donc, qui a touché les lois en habitation. En fait, si je reviens au zonage incitatif de façon générale, puis Maître le chasseur va pouvoir vous en parler un petit peu plus tard. Le zonage incitatif, qu'est-ce que c'est? Bien, le nom l'indique un petit peu. C'est le fait de pouvoir donner une bonification de zonage. Donc, en anglais, on dirait le bonus zoning. Donc, une bonification de zonage en l'échange de quelque chose qui va être utile à la collectivité, qui est représentée ici par la ville. Donc, en 2023, le gouvernement du Québec est venu créer cette notion-là de zonage incitatif, qui est un concept qui existe ailleurs. Encore une fois, là, Vancouver en est un bon exemple. Donc, le gouvernement avait accordé la possibilité d'avoir un zonage incitatif, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Donc, d'augmenter le zonage si le promoteur ou l'entrepreneur incluait du logement social ou abordable dans son bâtiment, dans le même bâtiment. On permettait aussi le zonage incitatif pour des objectifs environnementaux ou patrimoniaux. Donc, c'était quand même circonscrit à quand même des objectifs intéressants, puis encore une fois, qui servent notre collectivité. Ce qu'on a proposé du côté de Longueuil, puis qui a été accepté par le gouvernement du Québec, et donc qui est maintenant à la portée de l'ensemble des villes à travers le territoire,
C'est un zonage incitatif où on pourrait proposer une bonification du zonage permis en l'échange d'une compensation financière qui serait destinée à un fonds spécifiquement dédié au logement à but non lucratif, donc au logement social et abordable. Et je vous explique le principe, bien qu'on a essayé de vous l'imager à l'écran. Donc, vous connaissez toutes et tous nos fameuses grilles de zonage. Si, par exemple, chez nous, dans un secteur autour du métro de Longueuil, on a un terrain qui a 16 étages de prévu à la grille de zonage. Donc ça, c'est ce que, en théorie, le promoteur peut construire. Et c'est d'ailleurs la valeur à laquelle, logiquement, il achète le terrain. Hein. Les valeurs des terrains sont en fonction du nombre d'étages qu'il est possible de construire, ou en tout cas du coefficient d'occupation du sol. C'est sûr que plus un terrain a de la densité, plus on est capable de construire, mais généralement, plus il y a une valeur sur le marché, là, tout étant égal par ailleurs. Mais dans ce cas-ci, avec le zonage incitatif, sans rien obliger de la part du promoteur, ça, c'est vraiment la nuance qui est importante. Le mot le dit, c'est un zonage incitatif. C'est pas un zonage obligatoire. Un promoteur pourrait encore acheter son terrain où il y a une grille de zonage en vigueur de 16 étages, puis décider de construire 16 étages ou moins de 16 étages si c'est ce qu'il souhaite faire. Mais là où on vient influencer, disons, le marché, c'est qu'on se dote du pouvoir de dire, bien, si le promoteur souhaite dépasser le 16 étages qui est inclus à la grille de zonage, c'est possible de le faire. Puis on va donner une prévisibilité au promoteur. C'est-à-dire qu'il y a les grilles de zonage et il y a les plans d'urbanisme. Dans l'exemple que je vous donne, le 16 étages dans le quartier du métro de Longueuil, bien, le plan d'urbanisme, à certains endroits, prévoit un maximum de 24 étages, même si à la grille de zonage, c'est 16 étages. Donc là, on va pouvoir avoir de façon très claire, puis ça, cette information-là va être disponible au public, donc aux promoteurs, aux constructeurs. Donc, les gens vont pouvoir appliquer pour avoir le droit d'avoir ce fameux 8 étages supplémentaires. Par contre, puisqu'ils vont avoir évidemment un avantage financier du fait que la Ville va octroyer le 8 étages supplémentaires, puisqu'on le rappelle, on paye le prix sur la valeur prévue au gré de zonage en termes de valeur de terrain, mais aussi que plus on construit en hauteur, généralement, les logements qu'on construit plus haut sont toujours des logements. Oui, il y a un coût de construction de plus, mais il y a aussi un profit supplémentaire parce que ce sont les logements qui peuvent être loués ou qui peuvent être achetés à un prix plus élevé. Donc, l'entente avec les promoteurs, ça va être de pouvoir capter une partie de la plus-value foncière qui a été créée par le logement supplémentaire qu'on vient ajouter, par les étages supplémentaires qu'on vient ajouter. Donc, l'idée ici, c'est que tout le monde soit gagnant, que les promoteurs puissent faire un profit plus intéressant. Donc, il y a un incitatif aussi à la construction. On va peut-être être tenté même de faire plus d'étages, de créer plus de logements parce que nos projets, sur le plan mathématique, deviennent plus rentables, deviennent plus intéressants, de un. Puis de deux, bien, ça fait une retombée financière concrète pour les villes, donc une façon créative aussi de générer un nouveau revenu, puis de diversifier aussi nos revenus, mais surtout d'utiliser cet argent-là spécifiquement, encore une fois, parce que c'est ce que nous permet le gouvernement, là, c'est très circonscrit, qu'on puisse utiliser l'argent spécifiquement pour retourner dans le logement à but non lucratif, donc le logement abordable et social sur notre territoire. Ce qui est aussi intéressant qu'on parle et qu'on pense à la densification, c'est que ça nous donne aussi un argument de vente auprès de la population. C'est-à-dire, souvent, on a comme une opposition à la densification parce qu'on dit, ben là, c'est juste des condos ou c'est des logements qui sont chers, qui sont pas nécessairement accessibles pour la population. Puis là, ben, on va pouvoir justement démontrer qu'effectivement, les constructions neuves, on le sait, on l'a expliqué tantôt, c'est pas nécessairement abordable aujourd'hui, en tout cas, du moins, autant pour le marché privé que pour le but non lucratif. Mais par contre, cet argent-là va pouvoir servir concrètement à venir protéger une partie du parc abordable existant. Ça, ce sera mon prochain point auquel je m'attarderai.
Donc, vous voyez un peu la logique. Puis, évidemment, pour ce qui est des groupes, les OBNL, en ce moment, on est en train de rédiger ce fameux règlement de zonage incitatif chez nous à Longueuil. Puis, il y aura une exemption pour les OBNL. Donc, les OBNL vont pouvoir avoir accès au zonage incitatif sans avoir à fournir de contributions financières. Mais donc, c'est une façon d'encourager la construction en ne ralentissant pas la construction. Puis, c'est un peu ça la différence avec les redevances de développement, qui était aussi un outil qui a été octroyé aux villes, puis qui peut être bon là, dans certaines circonstances aussi. Je ne veux pas jeter le blâme sur les villes qui l'utilisent, mais dans un contexte de crise de l'habitation, en tout cas dans un milieu comme Longueuil, c'était pas une solution qui était appropriée pour nous parce que les études préliminaires tendent à démontrer en fait que l'argent qu'on va imposer selon les grilles, disons, régulières, quand un promoteur a acheté un terrain à un prix X et qu'il pensait pouvoir construire Y, mais si on impose systématiquement la redevance sur chacun des logements qui est construit, ce qui arrive, c'est que souvent, cette portion-là va aller dans le prix, soit du loyer, soit le prix d'acquisition, ce qui contribue à, encore une fois, créer un effet à la hausse sur les prix de façon générale. Tandis que là, puisque c'est incitatif, ça demeure facultatif. C'est une façon pour faire un profit plus intéressant, mais en même temps, c'est un profit qui devient partagé avec la ville. Et finalement, donc, je vais aborder la question de la protection du parc de logements abordables existants. Tantôt, vous avez vu la petite statistique que je l'ai pas abordée, mais on est passé vite dessus, mais j'écrivais que pour un logement construit, un logement à but non lucratif construit en ce moment au Québec, on en perd 15 sur le marché qui est déjà construit, des logements abordables. Il y a plein d'exemples dans ma ville. J'imagine que Julie aurait plein d'exemples chez elle, ici à Granby. Mais donc, des logements qui étaient à 800, 900 $ par mois, des 4,5. Bon, peut-être pas les plus beaux, les plus luxueux logements, il va sans dire, mais des logements propres, des logements sains qui répondent à une partie importante des besoins de la population, qui sont reconvertis, qui sont achetés, qui sont rénovés. Je parle pas juste, évidemment, il y a le phénomène des rénovations, mais il y a aussi parfois des immeubles qui peuvent avoir un changement de vocation aussi avec le temps. Parfois, c'est même plus subtil que ça. Et évidemment, à ce moment-là, les loyers explosent. Donc, pendant qu'on se concentre vraiment beaucoup à construire des nouveaux logements, puis je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire, mais la réalité, c'est que, comme vous le voyez, un nouveau logement à but non lucratif, un logement fait social, donc ceux qui sont dans les programmes gouvernementaux. À l'heure actuelle, les projets dont on a commencé les pelletés de terre chez nous à Longueuil, là, moyenne 550 000 $ par logement. Puis là, on parle d'un logement qui se veut abordable. C'est dur de maintenir la cadence, puis en même temps, puis on va continuer de demander aussi au gouvernement d'investir davantage, puis de prendre aussi la pleine mesure de ses responsabilités. Mais à ce prix-là, il faut se rendre compte que c'est un poids économique qui est énorme aussi, puis qu'évidemment, Québec et Ottawa ne pourront pas répondre à tous les besoins. Par contre, quand on compare avec l'acquisition d'un logement sur le marché actuel, là, abordable, on peut aller à la moitié de 550 000 par logement. On peut parler de 250 000, 300 000 par logement. Déjà, on vient de faire un gain quand même important en termes de prix. Donc, c'est pour ça que je pense, tantôt je parlais de changement de lorgnette, je pense que c'est important de considérer, en tout cas, chez nous, on a décidé de le prioriser, la protection du parc locatif abordable existant. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec les contributions financières de promoteurs qu'on aura obtenues grâce au zonage incitatif. C'est que le fonds que la Ville de Longueuil va pouvoir constituer va nous servir à appuyer des OBNL qui, elles, sont spécialisées dans la mise hors marché ou la transformation en habitation à but non lucratif de certains immeubles d'habitation qui existent déjà sur notre territoire. Il y a Solide qui œuvre ici en Montérégie. Il y en a plusieurs autres, là, puis il y en a de plus en plus aussi qui se développent. Donc, la Ville va aider les montages financiers de ces organismes-là grâce aux contributions qu'on aurait récupérées. C'est la stratégie qu'on veut utiliser pour atteindre le 20 %. On va aussi en construire des nouveaux, mais on veut vraiment axer notre action sur la protection de ce qui est déjà existant. Finalement, oui, si je conclus, ça fait 2 ans un peu plus de 2 ans maintenant qu'on a tenu ce fameux sommet de l'habitation
qui a réuni le monde municipal, mais aussi le monde de l'habitation de façon générale. Puis depuis, ce que je constate, c'est qu'on est quand même parvenu à un consensus qui est clair. Celui que les municipalités ont un rôle à jouer, mais aussi que les municipalités prennent les responsabilités qui sont les nôtres. Il y a un changement de paradigme aussi dans la question du logement à but non lucratif. On le constate. Il y a les logements sociaux, mais il y a les logements à but non lucratif qui englobent aussi le tout. Et quand même, l'évolution du discours entre le besoin de construire et le pas dans ma cour, parce que tout le monde veut que son enfant, que les jeunes qui connaissent ou même les personnes âgées dans son entourage, tout le monde veut que ces personnes-là qu'on aime puissent avoir accès à un logement. Donc, il y a quand même un changement de paradigme aussi dans la résistance envers la densification. Puis surtout, ce qui me rend le plus optimiste, c'est qu'il y a une relation vraiment de partenaire qui s'établit entre les villes, entre les développeurs, là, je parle des développeurs communautaires, les développeurs privés, parce qu'au fond, on a des objectifs qui sont partagés, puis on a vraiment tout à gagner à s'entendre, à travailler ensemble pour répondre aux besoins de la population, puis on a besoin de vous pour ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis au plaisir de discuter avec vous. Catherine Fournier. Je serais curieux, en ouverture, tu as fait référence au sommet Laval-Longueuil. Bon, c'est déjà 2 ans, bon, ça passe vite. Plus que 2 ans. Plus que 2 ans, en 2022, c'est ça. Il y avait plusieurs municipalités qui s'étaient engagées dans des projets pilotes pour innover dans certains volets de leur politique d'habitation. Et j'imagine qu'il y a eu d'autres initiatives à travers le Québec. Est-ce qu'il y a des initiatives, peut-être une ou deux, plus concrètes, qui vraiment, en termes d'innovation, seraient intéressantes pour un cadre bâti comme celui de Grande-Bay? Est-ce qu'il y en a qui se sont démarqués un peu? Bien, la question des logements accessoires dont j'ai parlé tantôt, nous, en tout cas, c'était dans notre projet pilote auquel on s'était engagé, la densification de ces différents sites de notre territoire. Bon, vous voyez que rénover et revoir nos règlements d'urbanisme, ça peut parfois être complexe. Nous autres aussi, ça nous a pris 2 ans. Donc, nous, c'est ce qu'on a mis en place. Il y avait la ville de Montréal qui s'est engagée à justement sur les terrains de l'ancien hippodrome, qui s'est engagé à faire une concertation entre les différents acteurs. C'est clairement en cours actuellement. Il y avait Laval, puis là, je viens de mémoire, qui allait sur une taxation de terrains innovante. Ça, je pense que c'est encore en réflexion avec des chercheurs à l'UQAM. Mais tu sais, clairement, il y a comme un bouillonnement. Puis des fois, oui, ça prend un petit peu plus de temps de mener à bien des nouvelles idées. Mais clairement, il y a une effervescence, puis tu sais, des idées comme, de façon générale, le zonage incitatif ou encore celui qu'on a comme peaufiné sur les compensations financières. Ce sont des innovations quand même qu'on n'avait pas dans nos mains, là, dans notre jeu de cartes au Québec quand on s'est parlé en août 2022 à l'occasion du sommet de l'habitation, puis pour lesquels on a des nouveaux moyens aujourd'hui, puis on aurait pu parler de zonage différencié, etc., là, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va y revenir, c'est ce que je comprends, oui. D'accord. Peut-être une dernière question rapidement. La question du patrimoine aussi, on ne l'a pas nécessairement abordé, mais la protection du patrimoine est un enjeu. Il y a beaucoup de bâtiments qui se cherchent des nouvelles vocations ou qui sont carrément abandonnés, placardés dans certains cas. J'essaie de souvenir un autre événement sur l'habitation que j'ai animé à Québec. Je pense que c'était à Rouen, si je ne me trompe pas, le maire, pour essayer d'inciter les promoteurs à venir vers des bâtiments comme ça qui sont un petit peu plus coûteux, un petit peu plus complexes à transformer. Il y avait carrément des crédits d'impôt qui étaient même indexés d'année en année, qu'on offrait aux promoteurs sur un certain temps pour renouveler. C'est des choses intéressantes. Est-ce qu'on voit ça de plus en plus? Est-ce que Longueuil, parce que vous avez quand même un noyau historique intéressant, est-ce que c'est des choses que vous évaluez? On ne l'a pas actuellement. On pourra potentiellement l'évaluer dans un deuxième temps, mais il n'y a pas une grande demande, nous, de reconversion, ou en tout cas, ce qu'on a en termes de patrimonial, souvent, c'est du patrimoine religieux, puis heureusement, a été très, très bien entretenu. Mais oui, ça fait partie aussi des innovations financières. Puis ça, je pense qu'on va devoir en avoir de plus en plus, là, de ces façons créatives de financer les projets. On aurait pu reparler des infrastructures, des capacités en eau. Juste à Longueuil, on en a pour au moins 2 milliards pour nos actifs. À venir, là, demain matin. Puis vous voyez, le gouvernement du Canada a annoncé, je pense, 36 ou 38 milliards à la grandeur du Canada. Faites un petit calcul. Ah, puis 2 milliards, c'est juste pour les eaux usées, en passant. Merci beaucoup, Catherine Fournier. Merci tout le monde.